Que votre parole soit pleine de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. C'est avec cette exhortation de l'apôtre Paul aux Colossiens, en son chapitre 4, verset 6, que je vous retrouve pour cette édition de l'information sur Espérance TV. Shalom à tous et bienvenue. Nous sommes de plein pied dans la semaine dédiée à la communication, ce rendez-vous annuel des communicateurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire dénommé SEMCOM édition 2024. Cette année, c'est le district ordinaire de Yamoussoukro qui abrite les festivités officielles. Venus de tous les districts de la Côte d'Ivoire, les différentes délégations sont arrivées ce vendredi 12 juillet dans la capitale politique de notre pays pour cette édition de la fête de la communication, des rencontres, des temps de formation, d'évangélisation, d'action de grâce, mais aussi de visites touristiques sont prévus autour du thème « Évangéliser en tout temps et en tout lieu, visibilité et enjeux de la transformation digitale ». À cet effet, quelques communicateurs expriment leurs attentes. Nous sommes ici aujourd'hui à Yamoussoukro pour la SEMCOM et vraiment c'est une fierté pour nous autres de prendre part cette année à cette activité de la journée de la communication. Nous attendons beaucoup de choses, beaucoup de formations et le programme est bien garni. Vraiment, nous espérons que au sortir de cette activité, encore, nous allons bonifier notre compétence pour les mettre aussi à la disposition de nos différentes communautés. Je suis très heureuse d'être à la SEMCOM 2024. J'ai hâte d'apprendre auprès des dévotiers, j'ai hâte d'apprendre pendant toutes les formations qui se feront. Je sais que ces formations-là nous feront énormément de bien. Nous sommes vraiment heureux d'être présents, de participer à cela. Et nos objectifs premiers sont d'apprendre plus. Ce que j'attends de cette édition, c'est de sortir de là ressourcé, c'est de sortir de là mieux formé que quand je suis rentrée. Et c'est de permettre aussi à tous ceux qui sont là, ici présents, de connaître ce pourquoi ils sont communicateurs dans l'Église. Ma joie est grande en ce jour. C'est une première pour moi d'avoir participé à cette semaine de la SEMCOM. Je suis venu d'abord pour être formé, puisque je viens d'un champ d'émission. Ce n'est pas facile. Je suis venu d'abord faire la connaissance de d'autres co-com, d'autres collègues, et aussi apprendre auprès d'eux. Et maintenant, au sortir d'ici, mon souhait est que je sois en tout cas rodé, équipé, pour mieux faire le service, pour mieux propager la bonne nouvelle. Pour démarrer effectivement les activités de la SEMCOM 2024, un moment de prière a permis de confier les acteurs et toutes les articulations de cette rencontre au Seigneur. Venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, les fidèles méthodistes se reconnaissant communicateurs se sont retrouvés ce vendredi 12 juillet 2024 au Temple Jérusalem de Yamoussoukro. Ils répondent ainsi à l'appel de la Direction générale de la communication pour la célébration de la semaine de la communication SEMCOM 2024. Unis dans la prière, les communicateurs ont confié au Seigneur les différentes activités qui meublent ce grand rendez-vous annuel. Un moment conduit par Jean-Marc Dogo, président national des comités de communication et marketing. Cette rencontre était également l'occasion pour les responsables du district de Yamoussoukro de souhaiter la bienvenue à leur hôte. C'est vraiment une grande joie pour tous les districts. Le très révérend Adou François, surintendant du district, a eu le temps de préparer le moment. Notre vœu, notre prière, c'est que cette SEMCOM puisse relever tous les défis et que tous ceux qui y sont venus soient comme à la montagne de la transfiguration avec Jésus,
de sorte qu'en descendant, ce soit des témoignages. Et qu'après vous, Yamoussoukro continue d'être encore un district fort, un district puissant, un district qui bouscule et qui avance au nom de Jésus. La Semaine nationale de la communication de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, édition 2024, a bel et bien démarré. Elle se poursuit jusqu'au dimanche 14 juillet 2024 avec plusieurs activités autour du thème « Évangéliser en tout temps et en tout lieu, visibilité et enjeux de la transformation digitale ». Nous souhaitons une belle célébration à tous les communicateurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les activités dans les églises locales se poursuivent. En marge de la journée méthodiste de l'environnement, dans le district de Sikensi, le département de l'environnement a organisé une séance de formation sur les causes de la disparition des escargots dans les forêts de Sikensi. Une activité au cours de laquelle les participants ont été appelés à plus de responsabilités vis-à-vis de leur cadre de vie. Le reportage est signé Raphaël Dompé. Notre monde, et plus particulièrement la Côte d'Ivoire, est confronté aux problèmes de changement climatique dont les principales causes sont la déforestation, les émissions de gaz à effet de serre. Dans le souci de protéger le couvert forestier ivoirien et le cadre de vie, le département méthodiste en charge de l'environnement, dirigé par le très révérend pasteur Pierre Amon Aka, a initié une série d'activités dans le district de Sikensi. Au temple en construction Révélation de Bessedi, le samedi 6 juillet 2024, un panel et un exposé sur les causes profondes de la disparition des escargots dans l'environnement forestier de Sikensi a été dispensé par le docteur Didier Gaucho, directeur de l'économie verte au ministère de l'Environnement de Côte d'Ivoire. Oui, l'escargot étant très prisé à Sikensi, il fallait donc donner les raisons de leur disparition, les raisons qui sont liées à la disparition de la forêt, qui est un élément de démantèlement de l'habitat de cette bête-là. Aujourd'hui, il était donc question de sensibiliser nos parents à reviser notre façon de faire l'agriculture, et tout en reboisant, parce que au-delà de la disparition des escargots, c'est la survie de l'être humain qui est en jeu. C'est pourquoi nous nous sommes appesantis également sur la reforestation. Cette séance de formation et d'information a trouvé l'assentiment des Sikensilois. Au nombre de ceux-ci, le révérend pasteur Raphaël Nogbu, surintendant délégué du district de Sikensi. Les herbicides qui sont utilisés pour détruire les herbes, alors cela empêche vraiment la faune. Cela est dû à la déforestation, cela est dû à l'extension de l'habitat de façon exponentielle, et puis la nécessité de continuer à faire de notre région une zone avec un espace vert, avec des espaces verts. Le panel nous a vraiment sensibilisés, nous a formés, nous a donné la voie à suivre pour que nous vivions normalement dans un environnement sain pour pouvoir s'épanouir. C'est pour notre bien-être. Au cours de cette rencontre, le très révérend Pierre Amon Aka a invité les participants au reboisement, la reforestation et au développement durable afin de garantir l'avenir des progénitures. Le département méthodiste de l'environnement s'évertue à faciliter l'assainissement de la cour des églises locales et presbytères, faire l'étude du sol et le choix des plantes et des fleurs de chaque communauté. Les responsables des églises et surtout les populations ivoiriennes sont appelés à s'approprier les vertus de la nature en entretenant leur cadre de vie. Du côté de Aferi, dans le district d'Adzopé, 3 nouveaux choristes ont rejoint les rangs de la chorale liturgique. Au cours de la cérémonie, les nouveaux louangeurs se sont engagés à servir le Seigneur par une vie de sanctification et la louange. Guy Aloka et Marcel Dali. Je m'engage en tant que choriste
à chanter, à louer et à glorifier le Seigneur dans le culte de cette communauté, à me rendre disponible pour elle. Adiko Christelle, Kakou Antoinette, Dion Romaric, respectivement de la voix soprano, alto et ténor, ce sont les nouveaux choristes qui ont été reçus et intégrés à la chorale liturgique du temple Bethel d'Aféry. Cette cérémonie de réception s'est déroulée le dimanche 7 juillet 2024 à l'église méthodiste Bethel d'Aféry, dans le district d'Azopé. Ces choristes se sont engagés résolument à contribuer par la louange à l'édification de l'église Corps de Christ. Nouvellement habillés dans leur aube et encolure pendante, consacrés comme appareil liturgique distinctif, dû au rang de choristes dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, ces nouveaux louangeurs n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments. C'est Dieu qui m'a donné cette grâce de pouvoir rester dans la chorale. Le maître qui nous a soutenus, la chorale nous a soutenus. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes consacrés. Je vais dire merci beaucoup. Je vais faire ça pour l'éternité. Les premiers mots sont des mots de remerciement. Vraiment, je suis heureux. Je suis très heureux. Et je souhaite, j'espère en tout cas, que ma présence dans la chorale liturgique Bethel d'Aféry pourra aider cette chorale à aller de l'avant. Je souhaite donc mettre le talent que Dieu m'a donné à son service. Après plus de 2 années de formation et d'encadrement de choristes, les responsables se disent heureux de ce résultat obtenu. Ils ont un maître de chœur qui est vraiment rigoureux et qui les suit très bien. Vraiment, le conseil que nous pouvons donner à tout choriste même de la Côte d'Ivoire, à tout choriste de l'église méthodiste, c'est surtout le respect. Il faut que nous sachions que nous servons Dieu et que nous respectons les principes que le directoire nous donne à travers l'église méthodiste. Faire corps avec le ministère de la louange, un sacerdoce auquel sont appelés les louangeurs dans l'obéissance à la parole de Dieu, c'est en substance le message donné par le révérend pasteur Langbert Akpa, surintendant délégué du district de Bongouanou, aux nouveaux choristes. Le méthodisme est né dans le chant. Pour ces trois, donc c'est un ministère, c'est un sacerdoce, il faut pouvoir l'assumer en tant que tel et répondre lorsque l'Église a besoin de nous. Ce n'est qu'une intégration, une acceptation d'être désormais militant de la chorale liturgique, mais le tout, c'est de continuer dans la foi à vivre cette foi-là dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans l'obéissance aux engagements qui ont été pris aujourd'hui par rapport à la sanctification, par rapport à la présence, à l'assiduité quant au culte et aux répétitions. La louange, un élément faisant partie intégrante du culte liturgique dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Ces 3 choristes, désormais intégrés, s'ajoutent aux anciens pour former le chœur mélodieux de cette communauté à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Rendons-nous au temple Bethesda de Bingerville, où après 34 ans de ministère, la catéchiste Odette Ako a fait valoir ses droits à la retraite. Et pour l'occasion, un culte d'action de grâce a été organisé en présence des autorités ecclésiastiques et laïques du district Abidjan-Nord. Emmanuel Avalé. Une action de grâce, une reconnaissance à l'Éternel, une gratitude envers les siens, était en rendez-vous ce dimanche 7 juillet 2024 dans le circuit de Bingerville, précisément au temple Bethesda de Bingerville, qui a vu le théâtre d'une journée mémorable marquant à la fois les 34 ans de ministère et le départ à la retraite de la catéchiste Ako Odette. Cette cérémonie a réuni l'ensemble des fidèles du circuit, témoignant de l'impact profond qu'elle a eu sur la communauté. Au nombre des fidèles réunis, s'est ajouté les représentants des structures de la conférence, des autorités ecclésiastiques et laïques du district Abidjan-Nord, ainsi que des représentants des autorités administratives de Bingerville. À cela, il faut noter la présence aussi des frères et sœurs des communautés chrétiennes de la Turquie. Durant l'événement, des passages ont été organisés pour permettre à chacun de faire des dons, symbolisant la reconnaissance et le soutien de la communauté envers la catéchiste Ako Odette. Chantant des mélodies en langue locale baoulée, la célébrée du jour, admirative des dons du Seigneur Jésus et émue de la qualité des personnes qui l'ont entouré, s'est appuyée sur le passage de Philémon au chapitre 1, versets 3 à 11, pour s'adresser au peuple de Dieu. Je suis sincèrement reconnaissant au Seigneur pour le ministère, pour les différents chefs, pour les collègues, pour les collaborateurs dans l'œuvre, reconnaissante pour la victoire dans les épreuves, dans les maladies et autres.
Il y a eu des moments de joie et de fou rire parce que vous avez été présents à mes côtés. Que Dieu se souvienne de vous. Le révérend pasteur Akpa Jacob, secrétaire du district du Nord, représentant le surtenant, le très révérend Michel Lobo, a pour sa part salué la qualité exceptionnelle de la catéchiste Odette Ako, rappelant son dévouement sans faille et sa capacité à inspirer les autres par son exemple. Tu as été pour nous une conseillère, une confidente, une complice pour réussir. Que Dieu te soit en grâce et en bénédiction. La collaboration sans bruit dans le district, dans le circuit de Benjerville. Cette journée empreinte d'amour et de gratitude restera gravée dans les mémoires collectives. Nous nous sommes honorés de savoir qu'une fille de 220 logements a pu aller jusqu'à la retraite. Nous donnons gloire à l'Éternel, notre Dieu, pour sa servante, pour tout ce qui a pu s'accomplir à travers elle. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Elle a rendu grâce à Dieu. Nous faisons qu'être contente avec elle pour son départ. Que Dieu la garde longtemps, longtemps encore. 34 ans de ministère et 7 ans avec nous. Ça a été vraiment cette année de bénédiction, de grâce, de belles collaborations. C'est une maman qui est sympa. Elle nous a donné vraiment beaucoup de conseils. Grâce à elle, nous avons pu réaliser beaucoup de choses. Odette Ako. Un nom qui rime avec un testament vivant de foi et de service désintéressé qui continuera d'inspirer les générations futures à Benjerville, où elle a exercé 7 ans durant avec le couple pastoral Eddie Serge et Eddie Patricia, et même au-delà des contrées ivoiriennes. Autre chose, à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 10 juillet dernier, le gouvernement ivoirien a adopté le décret relatif au numéro d'immatriculation de la couverture maladie universelle CMU, comme unique identifiant de santé dans les établissements sanitaires publics et privés sur l'ensemble du territoire. Le numéro d'immatriculation de la CMU remplace ainsi tout autre numéro utilisé dans les établissements sanitaires pour la constitution du dossier du patient, sa prise en charge et le référencement des données sur la santé de ce patient dans le système d'information hospitalière. Dans le même ordre, le ministère de la Santé annonce une campagne de vaccination contre le paludisme à partir du lundi 15 juillet prochain sur toute l'étendue du territoire. Pour cette campagne, ce sont 250 000 enfants qui sont concernés. Elle vise en priorité les nourrissons de 6 à 23 mois, car la mortalité infantile liée à cette maladie est importante. Et puis, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé au lancement des travaux du BRT à Benjerville pour offrir une alternative fiable et rapide aux populations. C'est un coup de pioche symbolique qui rend davantage fiers les populations de la commune de Benjerville, une cité en plein essor, et son premier magistrat qui se réjouit du lancement de ces travaux. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, conscient de l'accélération de la transformation spatiale et qualitative de notre circonscription administrative grâce au leadership du chef de l'État, la population de Benjerville, par ma voix, vous prie de bien vouloir traduire au premier magistrat de notre pays notre infinie reconnaissance et nos sincères remerciements. Avec le BRT, le trajet de Benjerville à Yopougon se fera en 45 minutes. C'est la promesse de cet ambitieux projet. Le BRT dont nous lançons aujourd'hui les travaux comporte 2 principales sections décrites comme suite. La section 1, Yopougon-Adjamé, empruntant l'axe du 4e pont qui vient d'être achevé. La section 2, Adjamé-Cocody-Benjerville, empruntant principalement le boulevard Mitterrand. Ses principales caractéristiques sont les suivantes. Un système fermé de 20 km de couloirs de BRT sur voie réservée avec un réseau de rabattement qui entraînera un gain de temps appréciable. Une chaussée en béton armé continue pour réduire les coûts d'entretien. 21 stations avec un dépôt à chaque extrémité de la ligne, ce qui réduira le nombre d'arrêts et augmentera la vitesse commerciale. Des stations fermées avec un système de billettique automatique, paiement avant l'embarquement,
donc des gains de temps. La flotte sera composée de bus articulés de 18 mètres avec une capacité de 160 passagers, ce qui accroîtra le nombre de passagers transportés. Des bus électriques pour prendre en compte les questions environnementales. Et enfin, une fréquentation journalière de 500 000 passagers qui augmentera l'offre publique de transport. La FD a accordé un prêt de 150 millions d'euros pour sa réalisation, soit près de 99 milliards de francs CFA. La première pierre posée ce jour inaugure donc une évolution majeure de l'offre de transport en commun pour les habitants d'Abidjan. Et je suis convaincu que cela changera très positivement leur vie quotidienne. Je me réjouis également que la Banque mondiale et la France, à travers l'AFD, aient travaillé de concert pour répondre à cette priorité de la Côte d'Ivoire et réaliser cette infrastructure majeure. Nul besoin de souligner que le projet viendra améliorer significativement le paysage de la ville d'Abidjan. Nous sommes en effet réunis pour le lancement et la pose de la première pierre des travaux de construction du corridor des bus Rapid Transit, BRT, reliant Yopougon à Bingerville. Un projet ambitieux qui transformera notre paysage urbain et va améliorer considérablement la qualité de vie de nos populations. Je voudrais donc ici et solennellement exprimer ma gratitude et mon admiration au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour sa vision et son engagement indéfectible en faveur du développement durable et inclusif de notre nation. Grâce à son leadership éclairé, des projets d'infrastructures innovants comme celui-ci deviennent une réalité. Grâce à tous ces investissements, le secteur productif monte continuellement en puissance pour soutenir la dynamique de croissance économique de la Côte d'Ivoire, ce qui lui vaut d'être aujourd'hui parmi les 10 premières économies africaines. Je voudrais à ce propos engager tous les acteurs à faire preuve d'une grande responsabilité et de professionnalisme afin que les délais annoncés soient respectés. Une présentation du schéma synoptique du projet a mis fin à la cérémonie. Hors de nos frontières, dans la sous-région, en Guinée-Bissau, le président Umaru Sissoco Embalo a rencontré le président chinois Xi Jinping pour parler de coopération bilatérale entre les deux pays. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu mercredi avec le président de la République de Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo, en visite à Pékin. Les deux chefs d'État ont convenu d'élever leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique. Les dirigeants ont rappelé que l'hymne national de la Guinée-Bissau symbolise l'amitié profonde qui lie leurs deux peuples. Le président Xi Jinping a évoqué tout à l'heure notre hymne national, celui que nous chantons tous les jours. Il a été écrit par notre père fondateur et composé par un ami chinois. C'est quelque chose que nous n'oublierons jamais. La Chine nous a soutenus avant et après la fondation de notre pays. Et nous avons toujours été solidaires de la Chine. La Chine n'a pas seulement aidé la Guinée-Bissau, elle a aussi soutenu l'ensemble du continent africain. À l'invitation de Xi Jinping, le président de la République de Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo, sera en visite d'État en Chine jusqu'au 13 juillet. En France, après les dernières législatives, le dimanche 7 juillet 2024, l'extrême droite est passée à 143 sièges au Parlement devant les autres formations politiques, dont l'Alliance Ensemble du président Emmanuel Macron. Regardez. Des dizaines de députés d'extrême droite nouvellement élus sont arrivés pour la première fois à l'Assemblée nationale à Paris depuis les résultats des élections législatives françaises de dimanche.
Malgré la défaite du Rassemblement national face à la coalition de gauche Nouveau Front Populaire, suivie par l'alliance Ensemble du président Emmanuel Macron, l'extrême droite est passée de 89 sièges en 2022 à 143 sièges aujourd'hui en comptant les amis d'Éric Ciotti. Avec ce score, les députés d'extrême droite auront un rôle clé à jouer dans le maintien ou le renversement du futur gouvernement. Une chose est sûre, ils feront barrage à tout Premier ministre de gauche. Pour d'autres, la seule issue à la crise institutionnelle qui s'annonce est une nouvelle dissolution qui ne pourra avoir lieu que l'année prochaine. On a brossé un peu les perspectives politiques dans le pays et là c'est le saut dans l'inconnu, c'est le bourbier pour reprendre le terme de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Et puis on a parlé aussi un peu de l'avenir. À part une dissolution d'ici un an, on ne voit pas très bien la solution qui pourrait être retenue. Donc on va repartir en campagne sur un an. La bataille pour le poste de Premier ministre se poursuit au sein des autres blocs. Le camp présidentiel s'efforce de trouver des alliés pour tenter de bloquer un gouvernement de gauche. Si le Nouveau Front Populaire devait demain gouverner et qu'il y ait en son sein un seul membre insoumis, alors ce serait une motion de censure immédiate, donc un gouvernement qui tomberait vraisemblablement de manière immédiate. Je pense que c'est pas sain pour le pays, je pense qu'on a besoin de stabilité. Donc cette stabilité, c'est d'arriver encore une fois à créer une alliance qui aille au-delà des blocs qui sont aujourd'hui un peu figés. À gauche, les partis ont promis de trouver un candidat au poste de Premier ministre cette semaine et insistent sur le fait qu'ils sont capables de gouverner la France en étant minoritaires. Aux États-Unis, à moins de 4 mois des présidentielles, l'ancien président Donald Trump n'a toujours pas désigné son colistier, contrairement à l'actuel président Joe Biden. Cela faisait 11 jours qu'il ne s'était pas exprimé en public. Pour ses retrouvailles avec ses partisans, Donald Trump a choisi son club de golf à Miami. Et pour principale cible, les tourments du Parti démocrate après la piètre performance de Joe Biden lors de leur premier débat. Le Parti démocrate de gauche radicale est divisé dans le chaos et connaît un effondrement à grande échelle. Tout cela parce qu'il n'arrive pas à décider lequel des candidats est le plus inapte à la présidence. Joe Biden l'endormi et l'escroc ou Kamala qui rit tout le temps. Jusqu'ici plutôt discret sur le sujet, le candidat républicain revient donc à la charge contre son adversaire et sa vice-présidente. Mais toujours pas un mot sur qui sera son numéro 2 à lui. Parmi les favoris, le sénateur de Floride, Marco Rubio, présent à Doral mardi. Le candidat malheureux à l'investiture républicaine en 2016 s'est rangé derrière Donald Trump pour la présidentielle de 2024. Né à Miami de parents immigrés cubains, il pourrait permettre de rallier une partie de l'électorat latino. Mais l'ancien président pourrait lui préférer l'afro-américain Tim Scott. Ancien prétendant à la Maison-Blanche, le sénateur de Caroline du Sud est aujourd'hui un farouche allié de Donald Trump et un redoutable récolteur de fonds. Lui pourrait permettre de capter un électorat noir qui a voté largement pour Joe Biden il y a 4 ans. En lice également, le sénateur de l'Ohio, James David Vance, ancien critique de Donald Trump, rapidement rentré dans les rangs. Lancé récemment en politique, cet ex-militaire s'est fait connaître avec la publication d'un livre à succès sur l'Amérique blanche. Lui aussi a montré sa capacité à lever des fortunes pour son parti. Doug Burgum aurait aussi ses chances. Gouverneur du Dakota du Nord, le sexagénaire a fait fortune en tant que patron d'un éditeur de logiciels, revendu à Microsoft pour plus d'1 milliard de dollars. Il a promulgué l'une des lois les plus strictes du pays contre l'avortement, l'interdisant presque totalement, mais il est inconnu du grand public. Une caractéristique qui pourrait bien plaire à Donald Trump, qui n'aime pas qu'on lui vole la vedette et qui a décidé de prendre son temps. Quel que soit le choix de son colistier, il devrait être officialisé avant la convention républicaine de Milwaukee la semaine prochaine. Ainsi s'achève notre tour de l'information. Merci de l'avoir suivi. Depuis Yamoussoukro, nous souhaitons une excellente fête de la communication à tous les communicateurs de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.